Ce qui m'a frappé, c'est l'approche radicalement différente de la création de richesse. Lorsque on lit le chapitre qui s'intitule Le problème, on se rend compte qu'il existe une manière de créer de la richesse qui est plutôt simple, abordable et accessible à chacun. On n'a pas à faire d'efforts particuliers. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte d'un point qui est occulté par la plupart des conseillers financiers. Quand vous rencontrez un conseiller financier aujourd'hui, il va vous dire quoi? Épargnez plus, investissez, prenez des risques, allez sur les marchés financiers, allez en immobilier. La seule documentation qui parle de cette stratégie qui consiste à éviter de payer des intérêts. Nelson Nash est le seul auteur que je connais qui dit éviter simplement de payer des intérêts, ça vaut autant que d'aller investir en bourse, sinon mieux. Pourquoi? Bienvenue sur Mon Patrimoine, le podcast francophone où nous parlons de création de richesse à travers le concept bancaire infini. Et si je vous disais qu'il existe un livre qui a littéralement créé une nouvelle façon de penser l'argent, un livre qui explique pourquoi la majorité des gens travaillent toute leur vie pour enrichir les banques, alors qu'ils pourraient utiliser exactement les mêmes dollars pour financer leurs propres projets et devenir leur propre banquier. Ce livre existe, il s'appelle Becoming Your Own Banker, écrit par Nelson Nash. Et bonne nouvelle, il vient d'être traduit en français. Aujourd'hui, avec Gaël, que je ne vous présente plus, conseiller en sécurité financière, coach certifié, expert du concept bancaire infini, on va vous dévoiler ce que ce livre contient vraiment. On l'avait déjà fait dans un premier épisode il y a presque 1 an. À cette époque, il n'y avait pas encore de version en français, donc on a dû essayer de faire une traduction par nous-mêmes. Et on va profiter justement du fait que cette nouvelle version en français soit disponible. Bien sûr, pour l'instant, c'est en format e-book pour justement rentrer encore dans plein de spécificités qu'on n'a pas pu couvrir lors du premier épisode. Et on en profitera aussi pour parler de pourquoi comprendre ce concept peut transformer votre vie financière, votre retraite et même la façon dont vous percevez la liberté. Donc, Gaël, avant qu'on plonge dans ce livre, rappelle-nous en une phrase simple, c'est quoi le concept bancaire infini? Oh, et pour ceux qui te découvrent pour la première fois, peut-être ce serait intéressant d'en nous te représenter et donner du contexte qui tu es. Comment est-ce que tu en es arrivé à justement avoir cette expertise-là? Et ensuite, on pourra aller sur c'est quoi ce concept bancaire infini? Bonjour à tous, bienvenue sur Mon Patrimoine, sur notre chaîne. Et je suis Gaël Cardi-Bouanga, je suis conseiller en sécurité financière. Je me spécialise dans la stratégie développée par Nelson Nash dans son livre Becoming Your Own Banker, Unlock the Infinite Banking Concept, ou en français, devenez votre propre banquier, débloquer le concept bancaire infini. Alors, donc, comment je suis arrivé à devenir expert dans ce domaine? C'est parce que personnellement, j'ai eu le même problème. Mes perspectives de retraite étaient catastrophiques et il me fallait, dans une courte période de temps, en même temps bâtir un fonds de retraite conséquent tout en profitant du présent pour me développer personnellement, me développer économiquement. Et donc, grâce à ce que j'ai appris de ce livre-là, je n'avais pas à choisir entre bâtir un fonds et investir. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à appliquer ce principe depuis maintenant 2021 et je m'en porte que mieux, ce qui m'a poussé à partager cette information avec chacun d'entre nous. Donc, dans cet épisode, on fait l'annonce, elle est toute simple. Enfin, le livre est en français. On fait le livre est en français. Dans cet épisode, nous allons montrer comment lire de manière stratégique le livre pour bien le comprendre. Nous allons aller étape par étape. Nous allons définir une séquence de lecture. Et cette séquence de lecture stratégique va vous aider à mieux comprendre le concept. Et après la définition de la séquence de lecture, nous allons appuyer sur les premiers points, donc les points essentiels, les points à considérer et l'introduction que lui-même Nelson Nash en a faite du livre pour voir quelles sont les considérations de base que chacun doit avoir lorsqu'il appréhende le concept de devenir lui-même son propre banquier. Avant de commencer, tu m'as posé la question, c'est quoi le concept bancaire infini? Ben, le mot, il est là. Le concept bancaire infini ou l'infinite banking concept est un concept. Le mot est aux données. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un produit d'assurance, ce n'est pas ça. C'est une idée. C'est l'idée que vous pouvez devenir votre propre banquier. Parce que vous acceptez dans votre esprit que vous pouvez devenir le banquier dans votre vie
il vous faut des outils, bien sûr. Donc, de manière générale, c'est l'idée que vous pouvez devenir votre propre banquier et financer par vous-même tous vos achats majeurs et récupérer tous les intérêts que vous perdez lorsque vous payez à crédit et récupérer surtout les intérêts que vous ne gagnez pas lorsque vous payez cash. Et pour cela, bien sûr, il nous faut un outil comme tout banquier, il nous faut une réserve financière. Et cette réserve financière, c'est des polices d'assurance vie entières participatives détenues auprès de compagnies mutuelles. Donc, je vais répéter, l'infinite banking, c'est l'idée que vous pouvez utiliser les contrats d'assurance vie participative pour devenir votre propre banquier. C'est d'abord une idée. Ce n'est pas le contrat d'assurance vie. C'est l'idée que vous pouvez devenir le banquier de votre vie et vous financer par vous-même. Et ce simple changement de vous financer par vous-même aura un changement radical dans votre vie. Donc, à travers les différents chapitres, on va voir quel changement sera dans votre vie. Donc, on va développer particulièrement les 3 premiers blocs de chapitres, les concepts de base, l'idée générale et le problème. Merci, mon cher Gaël. C'est bien que tu précises le fait qu'on ne parle pas d'un produit, mais plutôt d'un concept, d'une idée. Ça a été ultra appuyé justement dans ce bouquin-là par Nelson Nash lui-même. Il ne parle pas de produits financiers, il parle plus de système de pensée. Et il conclut aussi beaucoup ses réflexions très puissantes sur la responsabilité individuelle et la discipline. Donc, toi, quand tu relis cette introduction de Nash, qu'est-ce qui t'a frappé dans son ton ou son message et comment justement aussi cette idée s'applique-t-elle à quelqu'un qui veut aujourd'hui reprendre le contrôle de son argent au Canada et en Amérique du Nord en général? Ce qui m'a frappé, c'est l'approche radicalement différente de la création de richesse. Lorsque on lit le problème, le chapitre Le problème, le chapitre qui s'intitule Le problème, on se rend compte qu'il existe une manière de créer de la richesse qui est plutôt simple, abordable et accessible à chacun. On n'a pas à faire d'efforts particuliers. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte d'un point qui est occulté par la plupart des conseillers financiers. Quand vous rencontrez un conseiller financier aujourd'hui, il va vous dire quoi? Épargnez plus, investissez, prenez des risques, allez sur les marchés financiers, allez en immobilier. Mais la seule documentation qui parle de cette stratégie qui consiste à éviter de payer des intérêts. Nelson Nash est le seul auteur que je connais qui dit éviter simplement de payer des intérêts, ça vaut autant que d'aller investir en bourse, sinon mieux. Pourquoi? Quand on comprend ça, on se dit, mais oui, si on va risquer de l'argent en bourse, on peut faire quoi, un 100% en prenant des risques? Mais il est facile, je répète, il est facile de faire un 100% sur son épargne en évitant de payer des intérêts parce que statistiquement, comme il explique dans le chapitre Le problème, statistiquement, chaque Nord-Américain va payer environ le tiers de ses revenus en intérêts, c'est-à-dire 35% de ses revenus en intérêts, tandis que très peu de familles épargnent 10%, 5% de leurs revenus. Et si vous ne faites que épargner les 35% d'intérêts que vous payez déjà, vous multipliez, si vous avez 0% d'épargne, vous avez multiplié votre niveau d'épargne à l'infini. Si vous avez 10% d'épargne, vous avez multiplié votre niveau d'épargne par 4, à 45. Donc, vous faites un 400% sur votre épargne chaque mois parce que vous avez multiplié votre épargne. Les 10% d'épargne que vous épargnez régulièrement, plus les 30 à 35% de vos revenus que vous consacrez au paiement d'intérêts qui ne vous donnent rien du tout. Donc, au lieu de se focuser sur aller chercher des gros rendements, si on se focusait simplement sur épargner, on changerait radicalement notre vie. Donc, c'est ça l'idée majeure du livre. Yes, plutôt clair, c'est plutôt clair. Donc, le livre ne parle pas d'assurance. En tout cas, ne fait pas forcément un gros focus sur l'assurance, même si c'est un outil qu'on va utiliser. Mais le but, c'est de comprendre les flux financiers et se placer du bon côté, en fait, le côté de la banque, tout simplement. Donc, Voilà. tu as parlé de problèmes tout à l'heure. Tu m'as fait la transition, Gaël. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que Nash sort pas ce concept d'un laboratoire, mais d'une vraie crise personnelle, un peu comme toi quand tu donnais un peu ton expérience à toi, comment tu es rentré dans ça. Ce serait intéressant peut-être qu'on donne un peu de contexte. Donc, quelle situation l'a poussé justement à créer ce concept? Ce concept, c'est le fruit de quoi exactement? Et tu me poses là des questions que moi, j'aime plutôt me référer à Nelson Nash du même au livre. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas plus? C'est de ça que je parle. Je parle de Nash parce qu'il n'a pas créé comme ça de toutes pièces. Ça vient de problèmes que lui-même il a rencontrés.
C'est pour ça que je Et voulais que justement tu donnes du contexte un peu sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à justement ouais, élaborer un tel concept. moi je te suggère de faire ceci, de Mhm. passer à travers le livre et d'identifier chacun de ces chapitres-là et de le lire lui-même. Ce serait pas mieux? Ben, c'est vrai, mais bon, allons-y directement. Allons sur le chapitre du problème. C'est le chapitre, Là, c'est le chapitre comment le concept bancaire a commencé. ouais, la Alors, genèse du concept. est-ce que ça t'intéresserait pas plutôt Allons-y, que allons directement. Peut-être, tu peux peut-être partager ton écran, donc comme ça on va sur le voilà, bouquin, on peut je aller vais- lire quelques extraits. ce que je vais faire, je vais dérouler comment moi je lis le livre. Comment on va le lire le livre et on va aller chapitre par chapitre, ok? Et après, Mhm. maintenant, on va repartir dans la séquence, dans la même séquence, et on va parler de chacun des points, ok? Mhm. Allons-y. Donc, je vais partager le livre ici, ok? Bon, le bouquin est disponible pour l'instant pour le français en format e-book. Donc, j'imagine que peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura une version papier. On va vous mettre le lien en description pour pouvoir acheter la version e-book. C'est pas nous qui vendons, attention. C'est la NES. Donc, on gagne rien dessus. On va vous mettre le lien directement du site de la NES, de infinitebanking.org, et vous allez aller acheter le book, l'e-book, la version e-book par vous-même. Voilà. Donc, on va commencer par comment lire le livre. Comme on a déjà fait le décryptage du livre, on va voir comment lire le livre. On va commencer pour ce livre-là. Alors, le livre a été écrit dans un contexte. Dans les années 80, dans les années 90, 80-90, Nelson Nash a commencé à faire des conférences. Donc, ça, c'était son livre de notes, en fait. C'est une note qu'il avait pris, qu'il présentait à chacune des fois qu'il faisait des conférences sur le concept bancaire infini. Et donc, il avait sa verve, il racontait les choses comme lui le pouvait, mais il y a une logique qui émane de ce livre-là qu'on a identifié. Donc, je vais vous partager comment moi, je lis les livres. OK? Donc, il y a une séquence à prendre. Au départ, quand vous avez le livre, on va mettre le lien en description pour ceux qui veulent le livre en français. Et voici le livre en français. On va commencer par aller à la fin, lire la page 99 en français, qui est les points à considérer. Dans le chapitre Les points à considérer, Nelson Nash explique les considérations économiques, mathématiques qui sous-tendent, qui justifient le concept. Okay? Il va parler, par exemple, de pourquoi on va devenir son propre banquier. Les idées générales, on paye tout le temps des intérêts. Pourquoi les familles souffrent? Donc, il va juste énumérer une liste de points, environ 6, qui, dès le départ, le lecteur, quand il lit ces listes de points, il va prendre une position pour dire c'est logique, c'est simple, c'est vrai, ou c'est faux. Si la personne adhère à ces points à considérer là, il va se dire OK, j'ai un problème, il y a des considérations évidentes, alors comment le régler? Donc vous lisez d'abord la page 99, ensuite vous revenez au début, OK, l'introduction. Dans l'introduction, et à la page 3, il va identifier ce qui est important dans le livre, à quoi vous allez vous attendre. Il va faire des mises en garde. Il va vous dire non, ce livre-là a pour but d'aider les gens à créer plus de richesses. Il n'est pas destiné à, par exemple, apprendre à investir plus. Il va mettre des mises en garde pour dire que ce n'est pas une stratégie pour devenir riche rapidement, mais qu'il faut de la planification. Donc, il va mettre le cadre. Il va régler les attentes dans l'introduction. Donc, vous lisez les introductions pour ne pas être déçu. Vous lisez le livre, vous lisez la page 3 pour ne pas être déçu. Vous allez identifier ce que le livre vous promet et comment il compte réaliser sa promesse. Donc, après avoir lu la page 3, vous allez pouvoir aller maintenant identifier vraiment quel est le problème que le livre essaie de régler. Donc, ça, c'est le problème ici, c'est à la page 19. OK? Le problème à régler. Là, dans le problème à régler, Nelson va expliquer en fait pourquoi il est important de devenir son propre banquier. En fait, il explique que les gens perdent trop d'argent en intérêt et que stratégiquement, il est plus intéressant de régler le problème de perte en intérêt que de chercher à régler le problème de rendement. OK? Parce qu'on paye plus en intérêt qu'en investissement. Donc, à partir du moment où vous réglez le problème, là, vous allez aller maintenant comprendre, repartir à la page 12. Donc, vous avez vu la séquence, l'idée générale, les considérations générales, les promesses du livre, le problème à régler. Maintenant que vous avez identifié que le problème vous concerne aussi, vous allez maintenant voir comment est-ce que lui, il a rencontré le même problème et comment il a réglé. C'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. Comment est-ce que Nelson Nage en est arrivé à découvrir le concept bancaire infini? Donc ça, c'est à la page 12. Comment le concept bancaire a vu le jour.
OK? Mhm. À partir de là, on va vous envoyer à la page 77. Hein? 77, Ne vous on va. inquiétez pas, on va vous mettre un lien en description là pour avoir le sommet, en tout cas la structure logique de lecture du bouquin, quoi. Parce qu'il y a une logique qui est là. La logique, c'est, premièrement, il y a des choses qui sont vraies, des considérations générales. Deuxièmement, les attentes, la manière de penser de Nelson Nash et comment il compte régler le problème pour ne pas que vous soyez déçus. Ce n'est pas une histoire d'investissement, c'est une manière juste de dépenser. Il explique. Après, maintenant, bon, quelle manière de dépenser? Pourquoi dépenser autrement? Quel problème on règle? La page 99, le problème. Maintenant, comment lui, il a découvert le problème et comment il a réglé? La page 12, comment le concept bancaire infini a été découvert. Maintenant, vous passez à la page 77. La page 77 va vous dire le piège de la retraite. Dans ce chapitre-là, Nelson Nash explique qu'en fait, le système nous apprend à nous déresponsabiliser. Le système nous apprend à donner le contrôle de notre argent à tout le monde, sauf à nous-mêmes, pour pouvoir s'occuper de nous à la retraite. On nous apprend à compter sur le gouvernement à travers des programmes défiscalisés pour pouvoir épargner pour la retraite. Donc, des produits du genre REER. Maintenant, il pose un problème de base qui est le suivant. Si le gouvernement voulait vraiment qu'on règle notre problème de retraite en ne payant pas d'impôts, pourquoi, au lieu de nous donner une exemption fiscale, il n'annulait pas simplement l'imposition? Si quelqu'un pose un problème, qui est l'imposition, et en même temps vous offre une solution contre le problème que lui-même a posé, Nelson Nash pose la question, est-ce que vous n'êtes pas un peu suspicieux que vous êtes en train de vous faire manipuler? Ça, c'est la pensée de Nelson Nash. Je peux vous dire que si on laissait les gens la liberté de s'occuper de leur retraite d'eux-mêmes, ils auraient des meilleurs résultats que de compter sur des programmes gouvernementaux qui, de son point de vue, sont de nature socialiste. Je sais une opinion qu'il a, mais lui c'est plutôt quelqu'un qui est pour la liberté. Et donc, il se dit, ben, je préfère ma liberté, contrôler les flux financiers par moi-même, au lieu de compter sur quelqu'un d'autre pour régler mes problèmes. Donc ça, c'est la page 77 sur le piège de la retraite. Maintenant, quand vous comprenez que vous êtes à risque en comptant sur les programmes sociaux gouvernementaux pour faire votre retraite, on va vous envoyer lire à la solution sous forme d'anecdote. Donc, vous allez revenir à la page 16. La page 16 parle de l'épicerie. En fait, il vous demande d'interpréter la métaphore de l'épicerie comme étant une métaphore d'un système où on est à la fois l'utilisateur et le producteur, où on est à la fois le vendeur et le client. Pourquoi? Parce que la solution qu'il propose au problème de retraite, au problème de payer des intérêts, consiste à dire, vous allez devenir votre propre banquier. Vous devenir votre propre banquier, c'est comme être à la fois vendeur et acheteur de services bancaires. Or, les intérêts, c'est quoi? C'est bien la rémunération du service bancaire. Complètement. Okay? Donc, Bien, je pense que c'est la partie la plus marquante du bouquin. En tout cas, pour moi, perso, c'est là où il y a eu le déclic, quoi. Voilà. En fait, si vous lisez ce chapitre-là et que vous remplacez le mot épicerie par banque, que vous remplacez le mot boîte pise, c'est boîte de poids, hein? Il parle de boîte de poids. Par argent, vous comprenez le concept bancaire infini. Ce seul chapitre-là, quand les gens posent la question comment devenir son propre banquier, ce chapitre explique de manière détaillée comment faire. Il se base sur l'analogie, mais le comment pratiquement le faire, vous lisez simplement la page 16, le chapitre à la page 16, et vous allez comprendre comment, étape par étape, vous allez devenir votre propre banquier en utilisant des contrats d'assurance vie participatifs. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de me rencontrer, pour ceux qui veulent comprendre, moi, toujours poser la question, comment le faire pratiquement, achetez le livre, allez lire la page 16. OK? Ensuite, maintenant que vous avez compris comment devenir votre propre banquier, on va passer à la page 57. Développer le système, c'est ça, non? Voilà, exactement. Dans ce livre-là, il vous explique comment vous pouvez commencer votre système, comment vous pouvez le développer, le grandir. OK? Et maintenant qu'il vous montre en pratique comment vous allez maintenant utiliser les contrats d'assurance vie pour créer votre système. Et après ça, il vous montre des cas d'utilisation. Donc, le cas d'utilisation, c'est à la partie 4, à partir de la partie 60, par exemple, les financements d'équipement. Comment en pratique, vous allez utiliser les assurances vie participatives pour financer l'achat d'équipements et aussi, le plus important, la récapture des paiements
sur des équipements que vous achetez, que vous financez pour le compte d'une entreprise. OK? Donc, voilà. Donc, on va aller après ça. Donc, le financement, voilà. Après ça, il va maintenant répondre à des objections courantes. La page 81. Je peux obtenir un rendement élevé. Donc là, il va répondre à la question que les gens se posent souvent. Pourquoi je dois payer des intérêts lorsque j'utilise mon propre système bancaire? OK? Donc, vous lisez si vous vous posez la question pour savoir pourquoi les gens payent des intérêts, est-ce vraiment pertinent de payer des intérêts? Vous lirez ce chapitre à la page 81. Donc, à partir de là, quand vous lisez cette séquence-là, vous avez une idée claire de c'est quoi le concept bancaire infini, comment l'implémenter pratiquement dans votre vie, et vous répondez vous avez un exemple pratique et vous avez une base pour commencer. Maintenant que vous avez la compréhension, la prochaine étape, c'est consiste à quoi? C'est de rencontrer un conseiller en sécurité financière qui est spécialisé dans l'implémentation de l'outil. Okay? Vous avez disposé de l'outil, vous avez la connaissance, et là, maintenant, vous allez commencer à pratiquer. Donc, à partir de ce moment-là, on peut maintenant répondre à la série de questions un peu plus détaillées. Yes. Donc, moi, Je veux qu'on réponde à ces questions point par point. Donc, tu vois, les 8 grandes parties qu'on a définies là, on va revenir point par point dessus, quoi. Donc là, c'était déjà pour donner, si les personnes veulent se faire leur propre idée, pouvoir, entre guillemets, ne pas se faire influencer par nous, allez acheter le bouquin. Vous avez aussi un lien en description qui vous montre, qui vous donne le sommaire, en fait, un autre blueprint, comment est-ce que vous devriez aborder les parties de façon chronologique pour mieux comprendre. Et ensuite, peut-être revenir sur la vidéo, quoi. Donc, pour ceux qui veulent rester, qui veulent avoir c'est pas notre version, hein, c'est vraiment juste de la mise en perspective, c'est de la granularité, quoi, sur ce qui est traité dans le bouquin qu'on va essayer de développer là. Donc, je reviens sur la partie du problème et je demandais justement, parce que c'est pas venu de nulle part, quoi. Donc, je pense pas que Nash a sorti ça de son chapeau. Et c'est une crise personnelle qu'il a rencontrée. Et ça peut être donc intéressant qu'on revienne dessus. En fait, quelle situation l'a poussé à créer ce concept? Voilà. Donc, on va aller lire le chapitre Comment le concept bancaire a vu le jour. Donc, le chapitre, il est là. J'ai fait des soulignements, je vais littéralement le lire. Donc, Nelson Nash il a travaillé dans la foresterie, il a été investisseur immobilier et il a été agent d'assurance vie. OK? Donc, ce qu'il a retenu de ses expériences en tant qu'élément avant de la foresterie, conseiller financier et investisseur immobilier, c'est que le message central, c'est l'effet de levier. Okay? Il dit qu'il a travaillé toute sa vie dans l'immobilier. La foresterie est une forme d'immobilier et l'immobilier tout court, c'est de l'immobilier. Et le message central de l'immobilier, ce n'est pas du tout posséder des immeubles ou des terres, mais faire effet de levier. Déposer peu, okay? Acheter un bien, emprunter de l'argent pour le payer, parce que vous empruntez. On va juste dire ici. En gros, l'immobilier, c'est quoi? Acheter un bien immobilier, emprunter de l'argent pour le payer, parce que vous avez toujours affaire à de l'argent emprunté. Soit vous empruntez de l'argent et vous payez de l'intérêt, ou vous utilisez votre propre argent et renoncez aux intérêts que vous aurez pu gagner. Payez des intérêts pendant un certain temps, puis vendez le bien. Hein? Donc, Nelson Nash avait compris que l'immobilier consiste à ne payer que des intérêts pendant qu'on contrôle un bien qui ne nous appartient, somme toute pas, parce qu'il est toujours garanti, détenu par quelqu'un d'autre. Contrôler un bien, ne payer que les intérêts dessus, et après, revendre le bien pour bénéficier de l'effet de levier, c'est-à-dire la croissance du bien en globalité. C'est de cette idée. Tu veux dire préférer, oui, de la prise de valeur due à l'effet de levier qui a permis qu'il puisse faire l'acquisition de l'asset. Voilà. Donc, on va donner un exemple. Moi, j'achète un bien à 100 000 $, je n'ai pas 100 000 $, je mets une mise de fonds de 10 000 $, mais comme mon bâtiment fait 10%, je gagne 10 000 $ et j'ai fait un 100% sur mon investissement propre. Et pourquoi? Parce que pendant un an, j'ai payé peut-être 2, 3, 5% sur les 100 000 $. By the way, c'est mon locataire qui l'a payé. Par exemple, au lieu de payer 100 000 $, j'ai mes 10 000 $ qui sont là, que je vais récupérer à la fin. Mais moi, je n'ai payé que 3 000 $ pendant un an, ce qui sont les intérêts. Et à la fin, j'ai mes 10 000 $, mon capital et la plus-value. Donc, grâce à l'effet de levier, j'ai multiplié mon injection de capital, donc 13 000, je l'ai transformé en 20 000. OK? Donc, quand il comprend ça, il comprend qu'en fait, on peut faire la richesse en contrôlant des biens sans avoir à donner de l'argent.
Alors ici, le bien dont il parle, ce n'est pas l'immobilier, il parle de l'argent. On peut faire de l'argent en contrôlant de l'argent sans avoir à donner son propre argent. Donc ça, c'était la conception qu'il avait. Yes. Ok, je fais une petite parenthèse. Ceux qui veulent creuser ça, on a fait une vidéo ultra précise dessus. C'était pourquoi l'effet de levier est strictement supérieur à l'effet cumulé et comment l'infinite banking combine ces deux effets pour une croissance optimale du patrimoine. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour ceux qui veulent comprendre, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces éléments d'effet de levier, etc. OK. Donc, ayant compris l'effet de levier, il en a usé et abusé. Parce on avait dit que c'est comme ça que ça marche et que tout allait aller bien. Donc, et à un moment donné, il était impliqué en immobilier dans les années 70, 80, à hauteur d'un demi-million de dollars à l'époque. 500 millions de dollars, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Et il était habitué de payer 8%, le taux, en fait 9,5%, c'est-à-dire 8% le taux de base plus la cote des prêteurs, 1,5%. Alors il dit ceci, les banquiers ne vous prêtent pas de l'argent parce que vous avez un bien immobilier. Ils le font parce qu'ils pensent que vous pouvez effectuer des paiements. Il a compris qu'en fait, si un banquier te prête de l'immobilier, pas parce qu'il veut profiter de la valeur de l'immobilier après toi. Le bien qui les intéresse, c'est ta capacité à faire tes paiements. Leur actif, ce n'est pas l'immobilier. L'immobilier n'est qu'un produit d'appel. L'immobilier, ce n'est qu'un moyen pour te garantir que toi, tu vas aller travailler, entretenir les immeubles ou travailler pour faire des paiements. Ce qui les intéresse, c'est combien de paiements tu es capable de faire. Okay? Et quel niveau tu peux bonifier l'avance de fonds qu'ils t'ont fait parce que tu es allé acheter un immeuble. Donc, tu le bonifies. Dans ce cas, il avait l'habitude de bonifier à 9,5 et 9,5%. Mais malheureusement, à la fin des années 80, il y a eu une crise aux États-Unis et les taux d'intérêt ont culminé à 21,5%, le taux de base, et plus le 1,5% qui est la cote des banquiers. Ils s'étaient maintenant retrouvés à payer 23% par mois sur un demi-million. Il dit, cela représentait 650 000 d'intérêts additionnels par an, alors qu'il ne s'y attendait pas. Donc, le problème qu'il avait, c'était qu'il avait l'habitude de payer à 8%, il s'était rendu à payer à 23%, sans qu'on le prévienne. En même temps, il a rencontré des difficultés personnelles. Son petit frère est mort, sa nièce a eu le cancer. Et là, il s'est mis à prier. Tu vois, il s'est mis à prier. Donc, il dit, l'idée de base réveillée d'un cancer bancaire infini est née sur une période de 3 mois en priant. Les gens vont nous prendre pour des fous là. Ça, c'est la prière. C'est ce qu'il dit, hein? C'est en priant. Donc, ceux qui sont croyants, le livre aussi est une forme de révélation divine. Voilà. Et c'est lors de sa prière qu'il a eu l'inspiration, si on peut dire l'inspiration, oui, de comprendre que lui qui était habitué à payer 23%, avait la solution à son problème. Donc, on va lire la solution qu'il a découvert pour comprendre le cancer bancaire infini. Il dit, vous vous tenez, hein? La réponse est venue comme si j'avais été frappé par une balle de baseball. Vous vous tenez au milieu de tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir de ton problème de 23%. Mais vous ne le voyez pas. Parce que vous regardez les choses comme tout le monde. Vous pouvez avoir accès à de l'argent pendant ces temps terribles, à un taux de 5 à 8% auprès des compagnies d'assurance vie différentes, grâce à des polices que vous possédez. La seule condition qui limite le montant que vous pouvez obtenir est la même chose que ce qu'ils vous disent à la banque quand vous leur demandez le montant de chèque que vous pouvez écrire. Combien avez-vous déposé dans votre compte? Donc, on va comprendre ce point-là. Donc, lui, il était investi en immobilier parce qu'il avait compris l'effet de levier et que les banquiers avaient besoin de paiement. Il avait l'habitude de payer à 8%, il était à l'aise avec ça. Et là, subitement, le système bancaire, les banquiers lui ont dit, vas-y, on fait les règles, c'est 23%. Il s'est mis à genoux, il a prié et il a eu la révélation pour te dire, les banquiers, ce qu'ils veulent, c'est des paiements. OK? Mais parce que les banquiers dictent les conditions de paiement, payent à chaque mensualité 20% du capital restant dû, tu es obligé de payer 60 et quelques mille d'intérêts de plus. Ben c'est simple, tu n'es pas obligé de payer ça aux mêmes conditions que le banquier te dicte. Il te suffit, Nelson, d'aller chercher l'argent ailleurs et de faire plus de paiements que le banquier te demande. Le problème, c'est que tu n'as pas d'argent.
mais tu as une réserve d'argent que tu avais déjà construite, où tu peux avoir accès à de l'argent à 5 à 8%. Tu vas prendre l'argent là-bas, moins cher, et tu vas les donner aux gens qui te demandent de payer à 23%. Tu vas leur faire leur paiement, et parce que tu vas leur faire un paiement, tu vas épargner la différence d'intérêt entre les 23,5 et les 8 à 5%. Mais en plus que tu vas faire des paiements, la personne qui t'a prêté de l'argent a aussi besoin des paiements, non? Mais lui, elle est la personne, parce qu'il comprenait comment fonctionnaient les compagnies d'assurance, les mêmes paiements qu'il dirigeait à 23%, il va les payer. Les mêmes 23%, il va commencer à payer la personne à 8%. Mais l'avantage, c'est que cette personne-là C'est lui lui. donne la liberté. Non, c'est pas lui, c'est la Ok. compagnie La compagnie d'assurance. d'assurance. Mais cette personne lui donne la liberté de disposer de l'argent à volonté. Tu vois, non? Donc, il paye à 8%. Donc, il paye à 8% et la différence d'intérêt, il capitalisait son système et il avait plus de capitaux qu'il pouvait aller maintenant retirer pour aller payer les 500 000, les 500 000, 500 000. Hein? Donc, il dit, ma dette s'élevait Beaucoup à... d'informations, hein, mais bon, qu'on va rentrer dans les détails. Parce que quand tu dis qu'il économise, c'est parce qu'il faut que les gens soient conscients de combien ça représente en termes de coût de payer ce 23% pendant 25 ans, 30 ans. Tu vois. Alors qu'il pouvait le payer en empruntant à 8% et rediriger les mêmes paiements. Il dit, OK, il dit, il était évident que je devais maintenant augmenter considérablement mes primes d'assurance vie pour créer une réserve de valeur de rachat dans le but d'obtenir un prêt pour payer mes dettes. Donc, la solution qu'il a trouvée, que non, au lieu de se précipiter à aller payer ses dettes d'un demi-million à 23%, il devait se précipiter à créer une réserve qu'il pouvait utiliser comme levier pour pouvoir emprunter et payer ses dettes. Mais le problème, c'est qu'il avait un demi-million à payer. Comment devais-je faire? Une honnête introspection a révélé que je devais revoir mes habitudes de dépenses. Donc, là, il nous donne la solution. La première des choses, c'est voir où sont tes priorités. Est-ce que tu veux payer tout le monde ou capitaliser une réserve qui va te payer plus facilement? Ensuite, quand même, revoir ses priorités de dépenses. Peut-être réduire ses dépenses. Et ensuite aussi, augmenter ses revenus. Dit, lorsque j'ai commencé à enseigner aux autres comment utiliser ces principes financiers, mon revenu a triplé. Donc, c'est clair pour lui, il ne s'agit pas de quelque chose de facile, claqué par les doigts, non. Mais c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique qui vaut le coup. Donc, c'est pour ça qu'il a réduit ses dépenses, travaillé plus pour pouvoir implémenter ce système-là. Okay? Voici un peu comment le concept bancaire a commencé. Yes. En lisant le chapitre, comment le concept bancaire a vu le jour, à la page 12 du livre. Donc, voilà. Hyper puissant. Yes, merci beaucoup, Gaël. Donc, son histoire personnelle, en fait, ça parle forcément à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui croulent sous des dettes, qui dépendent totalement des banques. Je veux dire, tout le monde, à son échelle, a déjà été confronté à ça. Donc, le fait d'humaniser ce concept, c'est un homme en crise financière qui découvre qu'il finançait les banques à sa place, quoi, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il, dans le chapitre, la page 16, il va parler du problème. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle? Allons-y, Gaël, allons-y tout de suite. Voilà. À la page 16, le problème. Je crois que c'est là où on prend l'analogie avec l'épicerie. L'épicerie, c'est juste après. Donc, comment le concept bancaire a commencé? Le problème, c'est à la page 19. Ouais, c'est ça, c'est la page 19. Voilà. OK? Donc, il dit ceci. Yes. Le problème, c'est pas tellement parce qu'il manque d'argent. Le problème, c'est la manière dont les gens financent. Beaucoup de gens financent leurs dépenses par des cartes de crédit, par des prêts bancaires. Et le reste de leurs dépenses est financé en payant comptant. Dans les deux cas, vous êtes perdant. Parce que vous financez crédit, vous payez des grosses quantités d'intérêts. Parce que vous financez comptant, vous renoncez aux intérêts que vous pourriez gagner. Donc, il a fait une étude. Il dit, voici une famille d'un jeune homme qui épargne 5% de ses revenus, dans le schéma ici, 5% de ses revenus comme épargne. Mais ce gars dépense environ 20% de ses revenus pour le transport, environ 30% de ses revenus pour le logement et environ 40% de ses revenus pour financer son style de vie, les dents. Le problème, c'est ça qu'il dit ici, le problème, c'est que chacun de ces dépenses-là sont financées par des emprunts. La voiture, le transport, le logement et une partie de style de vie en emprunt. Parce que la personne finance en empruntant de l'argent
ou en payant cash, il renonce à des grosses quantités d'intérêts. Par exemple, sur l'auto ici, environ sur 20% du revenu, 20% de revenus de l'auto, donc 5% du revenu global va en paiement d'intérêts. Sur le logement, il dit environ 25% du revenu global va en paiement d'intérêts. Sur le niveau de vie, environ 5% du revenu global va en paiement d'intérêts. Les paiements qu'on fait sur les cartes de crédit. OK? Maintenant, Et ça, il faut en être conscient, en fait, pour voilà, comprendre c'est quoi le véritable coût de ce que je paye tous les jours, quoi. exactement. Donc, il dit, le problème est donc que tous ces dépenses sont financées par d'autres institutions financières. C'est-à-dire que, au lieu d'aller chercher des rendements sur les 5%, les 5 à 10% que tu épargnes, tu es le client de d'autres institutions financières. Tu n'es pas ta propre banque. Et parce que tu n'es pas ta propre banque, tu vas dépenser. Cette personne hypothétique aura un financement automobile de 10 550 $ sur 48 mois avec un taux d'intérêt de 8% et des paiements de 260 par mois. Mais si vous adressez au directeur commercial d'un commerce de véhicules automobiles, vous constaterez que 95% des voitures échangées ne sont pas payées. Cela signifie qu'au bout de 30 mois, si la voiture est échangée, 21% de chaque dollar de paiement représente des intérêts. Ah. OK? Donc, le problème, ce n'est pas qu'on achète des voitures, qu'on achète des maisons. C'est pour ça qu'on s'appauvrit. Non. Le problème, c'est la manière dont on finance les voitures, les maisons, les cartes de crédit. Il dit, vous trouverez que 34,5% de chaque dollar disponible représente des intérêts. Pour l'Américain moyen, cette proportion ne change jamais. Supposons qu'il épargne 10% de son revenu imposable, ce qui est le double du taux d'épargne moyen des Américains déjà. Cela signifie que vous allez emprunter un rapport, nous avons un rapport de 3,45 à 1 entre les intérêts versés et l'épargne. Là, il pose la question, si cette personne rencontre ses collègues lors d'une pause café ou d'autres et que l'une d'elles leur propose de discuter de questions financières, je peux prédire ce dont ils parleront, obtenir un meilleur rendement sur la part qu'il épargne. Donc, il dit, chaque personne dépense 34% de ses revenus, 3,5 fois plus que son épargne. Mais quand on se réunit pour régler les problèmes de finances, on nous dit, prends ton épargne, va chercher des gros rendements. Pendant ce temps, chaque participant à la conversation fait ce qu'on vient de montrer si haut. Quelle tragédie. Mais c'est ainsi qu'ils ont appris à gérer leur affaire financière. Donc, il dit non. Pourquoi les gens font ça? Ils prennent 10%, ils vont prendre des risques, alors qu'ils pouvaient chercher à se concentrer, à financer par eux-mêmes leurs dépenses et épargner 3,5 fois plus. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens payent trop d'intérêts. Maintenant, imaginez que si ils ne paieraient pas l'intérêt. La plupart des gens, il dit encore, la plupart des gens dans ces situations se concentrent toute leur attention à essayer d'aller à 100,5 000 par heure. Donc, il parle d'une analogie. L'analogie qu'il fait ici, c'est la suivante. Tu veux te déplacer, par exemple, de Montréal à Vancouver. Mais il y a un vent et tu essaies, ta vitesse de ton avion, c'est 100 000 par heure. Il veut représenter 10%, 100 000 par heure. OK? Mais toi, tu as un vent qui vient de Vancouver à Montréal qui a une vitesse de 350 000 par heure dans le sens contraire. Donc, toi, pendant que tu essaies d'avancer à 100 000 par heure, tu as un vent contraire de 350 000 par heure. Donc, en fait, au lieu de te diriger vers Vancouver, tu es en train de te diriger vers Québec ou l'Atlantique à 250 000 par heure parce que le vent te porte. Donc, maintenant, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? C'est d'augmenter leur énergie pour essayer de voler plus rapidement 105 et diminuer leur perte peut-être à 245. Le mieux qu'ils aient à faire, s'ils veulent réellement se rendre à Vancouver, c'est d'atterrir à Ottawa, attendre que le vent de 350 000 par heure tourne. Donc, il s'arrête d'abord et qu'il tourne parce qu'on sait que les vents sont tournants. Et que maintenant, il y ait un vent de 350 000 par heure qui soit dans la direction Montréal-Ottawa. Maintenant, décolle en plus avec tes 100 000 à l'heure, tu vas avoir 450 000 par heure. Le vent va te porter, l'avion va te porter.
Donc, les vents contraires, c'est les intérêts qu'on paye ou qu'on gagne. Donc, il dit ceci, pose-toi, crée les conditions, contrôle l'environnement où tu opères financièrement. Là, maintenant, tu vas gagner les intérêts et en même temps, tu vas gagner ton épargne et tu vas gagner tes rendements. Mais la plupart des gens nous disent non, ne vous occupez pas de l'environnement financier. Prenez le peu d'épargne que vous avez, allez-y dépenser. Mais vous allez dépenser en immobilier, mais vous allez quand même payer les les deux tiers de vos paiements hypothécaires en intérêt. Tandis que vous essayez de gagner, même faire effet de levier, vous payez quand même les deux tiers de votre paiement hypothécaire. Arrêtez-vous, créez un système où les paiements hypothécaires viendront à vous, les loyers viendront à vous, la plus-value des bâtiments viendront à vous et vous allez faire beaucoup plus. Maintenant, il dit, quelle est la différence entre quelqu'un qui vole 450 000 par heure et une personne qui vole dans le sens contraire à 250 000 par heure? C'est une différence de 700. C'est une différence de 700 000 par heure. Ça n'a pas l'air, mais on va le lire. Est-ce que ici? Il dit, on va le lire ici. La plupart des gens dans cette situation concentrent leur attention à essayer de faire aller leur avion à 105 000 par heure. Il ferait mieux de dépenser leur énergie à contrôler l'environnement dans lequel ils volent. Voilà. Le livre Infinite Banking Concept consiste à créer un environnement financier dans lequel vous contrôlez les flux financiers de manière à ce que ces flux financiers vous aident à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Voilà. Ultra puissant, monsieur Guéal. Je pense qu'on peut embrayer directement sur l'épicerie. Ça fait totalement du sens. Voilà. Donc, moi, comme je t'ai dit, moi, je trouve que c'est la partie la plus marquante du bouquin, la partie des épiceries. Donc, je ne sais pas si on peut un peu aller rapidement lire ça et en profiter pour expliquer un petit peu en langage simple qu'est-ce que cette histoire de propriétaire d'épicerie nous apprend sur la gestion de notre propre argent. Donc, pourquoi Nash, il insiste autant sur le fait de payer ses propres produits plutôt que de consommer gratuitement et comment cette logique se traduit concrètement quand on met en place une stratégie Infinite Banking Concept aujourd'hui. Exactement. Ça c'est, si vous devez retenir quelque chose de cet épisode, c'est l'épicerie. Donc, vous avez compris d'où vient l'Infinite Banking Concept. Quel problème il veut régler, c'est devenir financé par vous-même vos dépenses majeures et éviter de payer des intérêts lorsque vous payez des voitures, des immeubles ou des dépenses courantes. Maintenant, rediriger les mêmes intérêts vers une réserve que vous contrôlez. Maintenant, il dit que, en fait, pour le faire, il faut devenir son propre banquier. Il dit, devenir son propre banquier, c'est comme si vous vous lancez dans un processus, dans une activité dans laquelle vous êtes à la fois le consommateur et le vendeur. Banquier, c'est-à-dire le déposant, l'emprunteur, mais aussi le banquier et le propriétaire de banque. Donc, quand vous allez apprendre comment fonctionne une épicerie, vous pouvez facilement apprendre comment créer un système bancaire personnel. Quel est le but? Il dit, pourquoi apprendre l'épicerie? Pourquoi on veut créer une épicerie d'abord? On veut créer une épicerie parce qu'on veut créer un système qui va nous donner un revenu passif. C'est ça. Maintenant, comment créer une épicerie? Il dit, commencez par étudier ce qu'est une épicerie. Comme je dis toujours, ne me croyez pas sur parole, hein? Ne me croyez pas sur parole, étudiez le livre. Lorsque vous vous sentez compétent, maintenant, trouvez un emplacement. N'est-ce pas, pour ouvrir une épicerie? Comment fonctionne l'épicerie? Ensuite, il faut trouver le meilleur endroit où placer son épicerie, n'est-ce pas? Donc, l'analogie est que lorsque vous avez compris l'infini banking, recherchez les meilleures polices d'assurance vie où vous allez vous servir de banque. Maintenant, il dit, pour cet emplacement, vous allez payer cher. Oh, ce n'est pas gratuit d'ouvrir une épicerie. Vous allez devoir d'abord sortir beaucoup d'argent. L'emplacement, les étagères, la formation du personnel, les machines, les caisses, le stock. Okay? Tout cela est nécessaire et en plus, les stocks doivent être fournis. Pourquoi? Si vous ouvrez une épicerie en face d'un IGA, d'un Walmart et que vos étagères sont à moitié vides, je ne pense pas que vous allez attirer du monde. N'est-ce pas? Vous devez avoir un bel emplacement, mais aussi vos étagères doivent être pleines. Pourquoi? Parce que si vous ne remplissez pas vos étagères,
votre clientèle va aller en face. C'est quoi l'analogie? Premièrement, pour ouvrir un système bancaire personnel, pour démarrer un système bancaire personnel, il faut des moyens. OK? Mais en plus de ces moyens, hein, il faut aussi du stock. Dans le cas d'une banque, le stock, c'est l'argent. Vous devez capitaliser votre réserve financière à un niveau qui fait que vous, qui êtes le client captif, le seul et bon client, vous ne soyez plus tenté d'aller emprunter de l'argent à la banque régulière, comme dans une épicerie. Si vous avez une épicerie qui manque des boîtes de sardines, vous allez aller au Walmart ou à l'IGA, acheter la boîte de sardines, et qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez peut-être être tenté d'acheter le savon, l'huile là-bas, alors que dans votre propre épicerie, vous avez du savon et de l'huile, n'est-ce pas? Qui est perdant? C'est vous. Et tout ça parce que vous avez manqué d'acheter des boîtes de sardines. La même chose. Si vous avez une banque personnelle et que vous avez manqué de remettre à disposition les fonds que vous avez empruntés pour vous permettre de financer votre prochain achat, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous avez plus votre réserve et que votre réserve est vide, pas capitalisée, vous allez aller chez le banquier. Et là, vous allez faire des prêts. Et c'est quoi le coût de faire des prêts? Vous allez payer $1 sur 3 que vous dépensez en intérêt. Et que vous allez, non seulement vous allez dépenser $1 sur 3, mais vous allez aussi prendre le capital, vous allez recapitaliser la banque de quelqu'un, mais vous allez recapitaliser quelqu'un d'autre au lieu de vous. C'est pour ça que quand vous comprenez comment fonctionne l'épicerie, vous dites non, je dois toujours mettre de l'argent à un endroit qui m'appartient, qui travaille pour moi, pour que j'ai de l'argent à disposition pour pouvoir financer des besoins personnels. Il dit approvisionnez-le en magasins de bonne qualité, présentés de manière attrayante avec des prix compétitifs. Ça veut dire quoi? Remplissez votre police, votre contrat d'assurance vie avec du capital accessible en quantité. C'est ça le sens de l'analogie. Il dit, lorsque vous ouvrez la porte, vos clients entrent. Et ils entrent et chargent leur chariot et amènent à la caisse et laissent des espaces vides sur les étagères. Donc, ça veut dire, il veut savoir, c'est quoi l'analogie? Quand vous avez votre système bancaire personnel, vous venez vous servir du capital pour financer des choses. Quand vous servez du capital, vous laissez un trou. Il dit, vos employés doivent rapporter d'autres articles pour remplir les étagères. Il est impératif que les magasins semblent bien approvisionnés. Ça veut dire quoi? Si vous ouvrez votre compte système bancaire personnel et que vous prenez de l'argent pour financer quelque chose, faites toujours un plan pour réapprovisionner votre réserve personnelle. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, vous aurez besoin d'aller financer autre chose. S'il manque du capital, vous allez faire quoi? Vous allez prendre du capital là où il y en a ailleurs et ce sera un coût. C'est pour ça qu'il dit, il est important que dès que vous avez l'opportunité de remettre en position la marchandise, c'est-à-dire le capital, remettez-le en position. L'objectif est de vous fournir un revenu et de construire une entreprise que vous pouvez éventuellement vendre à quelqu'un d'autre pour vous assurer un revenu de retraite. L'objectif d'ouvrir un système bancaire, c'est de vous générer plus tard un revenu passif en utilisant quoi? L'argent que vous utilisez pour dépenser. Maintenant, il y a un point ici qui est intéressant. Si une fois que tout est mis en place et que vous êtes opérationnel, la différence entre la porte arrière et la porte avant est un bon revenu. Réfléchissons. Quand vous ouvrez une épicerie, est-ce que vous êtes rentable le premier jour? Non, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes rentable après 10 clients? Non. Il faut que les clients viennent, achètent, vous faites tourner votre stock au moins un certain nombre de fois avant de commencer à rembourser les crédits que vous avez pris sur vos étagères, vos bureaux, ainsi de suite. C'est le fait de tourner le stock qui fait que vous payez votre magasin. Donc, de base, une épicerie est déficitaire s'il n'y a pas de vente. De même chose aussi. En particulier au début, un système bancaire est déficitaire s'il n'y a pas de vente. Les ventes dans le cas d'un système bancaire, c'est les emprunts. Si vous n'empruntez pas de l'argent de votre système personnel, vous n'allez pas faire de l'argent la première année. Si vous voulez faire de l'argent la première année, faites plusieurs emprunts et redirigez le capital et les intérêts que vous aurez dû payer à votre système. Un certain nombre d'emprunts et un certain nombre d'intérêts récapturés vont commencer à couvrir le coût de départ. Mais par la suite, un certain nombre d'emprunts supplémentaires va faire que votre système devient rentable. OK? Maintenant, vous allez prendre de l'habitude, de la vitesse, de la vélocité, qui ferait qu'à partir d'un moment, non seulement votre système va générer un revenu passif, mais aussi vos ventes vont vous permettre de couvrir les frais du système. Parce que tout ça n'est pas gratuit. Mais
C'est l'utilisation de votre système qui fait que votre système devient bénéfique. Donc, c'est ça. Donc, quand vous comprenez l'épicerie, voilà. Maintenant, il va parler d'un autre point, le vol. Si moi, je suis votre fils et que vous êtes banquier, je viens faire un crédit chez papa, j'emprunte et je ne paye pas. Est-ce que mes employés peuvent me dire que le fils de monsieur est un voleur? Possiblement. Oui, complètement. Le voleur, c'est la personne qui emprunte d'une banque et ne rembourse pas. Si vous êtes votre propre banquier, ce n'est pas parce que vous êtes votre propre banquier que vous avez le droit de ne pas vous rembourser. Traitez-le comme une business. La plupart des gens, quand ils reçoivent leur système bancaire, ils capitalisent, ils empruntent et ils ne remettent pas. Beaucoup de personnes, non. Il est impératif que vous remettez le capital que vous avez emprunté, même à votre propre système bancaire, pour ne pas que vous sachiez, pour ne pas détruire ce bel outil-là. Si vous faites des prêts et que vous ne remboursez pas vos prêts, votre système va finir, va mourir. À un moment donné, il n'y aura plus de capitaux. Je pense que là, tu parles aux gens qui disent qu'ils achètent des trucs gratuitement, les voitures gratuitement. Voilà. Non, 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 non. L'idée, c'est que j'ai, par exemple, 100 000 de valeur de rachat dans une police d'assurance vie. Je vais financer ma voiture à 75 000 et je vais me payer 95 000 comme j'aurais payé à un concessionnaire. Maintenant que j'ai remis les 75 000 de départ et les 20 000 d'intérêt que j'allais payer, j'ai maintenant des valeurs de rachat à hauteur de 120 000 ou même pas, comme mon système est mature, 130 000. Maintenant, je peux aller me payer une voiture. Il y avait de l'argent reconstitué, donc je peux encore emprunter plus tard si je veux. Je peux me payer une voiture de 100 000 et récupérer peut-être 120 000. Je peux prendre 100 000 à nouveau pour financer une mise de fonds. Mais si je m'étais dit, j'ai pris l'argent, j'ai payé, j'ai clairé mon hypothèque, comme beaucoup l'enseignent. Donc j'ai 200 000, j'ai pris 200 000 mis dans un contrat d'assurance vie. J'ai pris 200 000 de mon contrat d'assurance vie, j'ai clairé mon hypothèque et ciao, ciao le contrat d'assurance vie. Et je prends l'argent, je m'en vais. C'est pas l'internet banking. Et même si je ne paye que les intérêts, ce n'est pas l'internet banking. Parce que j'aurai d'autres besoins de financement. Si j'ai clairé cette hypothèque-là, j'aurai peut-être besoin de financer une voiture après. Mais il faut bien que de l'argent vienne de quelque part. Soit mon argent, soit l'argent de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas faire ceci? J'ai pris 200 000, j'ai mis dans mon contrat d'assurance vie, j'ai clairé 200 000 d'hypothèque. J'ai pris les mêmes paiements de 1 500, 1 700 de paiements que je faisais, j'ai remis dans mon système en faisant des paiements. Et après, derrière, quand j'ai accumulé peut-être 50 000, je peux reprendre ces 50 000-là pour aller payer mes voitures et maintenant me faire des paiements de 1 500 pour l'hypothèque et $1 000 de voiture. Je fais maintenant mes paiements de 2 500 dans une réserve que je contrôle. C'est ça. C'est comme si j'étais allé dans une épicerie, j'ai pris des boîtes de pois, j'ai mangé, je n'ai pas remboursé. Si je fais, je vais casser le but de l'épicerie de faire de l'argent. Par contre, si je prends une boîte de 60 centimes qui me coûte 57 centimes et que je viens rembourser parce que je suis propriétaire de l'épicerie, je viens payer la boîte de 60 centimes à 75 centimes. Ça fait qu'il me faut seulement, au lieu de 5 roulements pour avoir 75 centimes, j'ai seulement eu un roulement pour avoir... Oui, il me faut 5 roulements. Regarde bien, si j'achète ma boîte à 57 centimes et que je la vends à 60 centimes, d'habitude, il me faut 5 roulements pour avoir 75 centimes. OK? Et donc, il me faut 20 roulements. Il me faut 20 roulements pour acheter ma deuxième boîte de centimes. Alors que si je prends ma boîte de centimes, je paye à 75 centimes, il m'a fallu seulement un roulement pour avoir 15 centimes. Il me faut seulement 15 autres roulements pour avoir ma deuxième boîte de sardines. Et avoir l'occasion maintenant de gagner 6 centimes par boîte au lieu de 3 centimes par boîte. Donc, quand vous êtes propriétaire de votre propre système bancaire et que vous empruntez, soyez généreux avec vous-même. Redonnez-vous du capital, de l'opportunité de récapturer plus d'intérêts. C'est ça le sens du chapitre l'épicerie. Donc, lisez-le pas qu'une seule fois, pas que 2 fois, surtout si vous avez votre police d'assurance vie et que vous voulez vraiment faire l'infini banking. Ce qu'on retient, c'est on doit capitaliser généreusement. Deuxièmement, on doit financer tous nos besoins. Troisièmement, on doit se payer avec intérêt. Se payer avec intérêt. Quel intérêt? Les intérêts qu'on aurait dû payer si on avait emprunté le même argent chez quelqu'un d'autre. On s'aime plus que quelqu'un d'autre, on se paye avec intérêt. Maintenant, plus on se paye avec intérêt, plus notre réserve d'argent grossit et plus on peut régler d'autres problèmes. Le but de Nelson Nash, c'est récapturer les intérêts qu'on paye chez quelqu'un d'autre. Maintenant qu'on a un système où on ne va plus payer des intérêts sur les voitures,
payer les intérêts sur l'hypothèque, payer les intérêts sur les cartes de crédit et on va récupérer $1 sur 3 chaque mois. On va faire un 400% chaque mois dans notre épargne. Donc, lisez ce chapitre-là. Puis c'est ce que je voulais dire, en fait, votre propre système bancaire ultra personnalisé, quoi. Donc, vous pouvez soit être le client, c'est-à-dire payer des intérêts, soit le propriétaire, encaisser des intérêts. Voilà, vous êtes là pour les deux. Les deux, exactement. Vous Je êtes là crois pour que les deux. ça ferait sens qu'on aille peut-être sur la partie développer le système. Là, je pense que le but vraiment, c'est de passer de la compréhension à la structuration concrète. Donc, Exactement. yes. Développer le système, c'est à la page 57. Yes, c'est effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, recevoir tous ces revenus de ton propre système? Comment ce principe s'applique au quotidien pour un salarié, un entrepreneur? Peut-être expliquer un peu la logique de expense recapture, la récupération de ces dépenses et comment ça change la donne, quoi, tu vois. Quel type de dépenses peut-on recycler intelligemment avec l'Infinite Banking Concept? Nelson Nash l'a dit. Cela surprend souvent les gens lorsque je dis que les primes et les revenus devraient être égaux. Nelson Nash dit ceci. Là, tu vas choquer les conseillers financiers avec cette phrase-là. Je vais les allécher. Les conseillers financiers seront alléchés. Et les clients seront frileux. Okay? Les conseillers financiers, s'ils ne comprennent pas l'influence, se disent « Waouh, donc je peux avoir une prime de $100 000 à l'année. Waouh, ça me fait beaucoup d'argent. » Mais tenez-vous bien, ça se fait pas en un jour. C'est progressif et il faut comprendre comment le faire. Et il faut aussi comprendre comment l'implémenter techniquement pour un conseiller financier et pratiquement pour un client. Mais le but ultime, il est là. Le but ultime, Nelson Nash le dit, on devrait avoir autant de primes d'assurance que de revenus. Vous avez un salaire de $100 000 à l'année. Ultimement, vous devez avoir $100 000 de primes chaque année. C'est pas impossible, mais c'est progressif à faire. Okay? Il dit, commençons par un fait très élémentaire. Tout votre argent ne passe-t-il pas par la banque de quelqu'un d'autre? Il n'y a personne qui a un salaire qui, dès qu'on le paye, il va dans sa chambre. Tout le monde prend 100% de ses revenus, il met ça dans une banque, non? Votre manière de penser détermine qui vous êtes. Si vous êtes un banquier, vous devez vous comporter comme un banquier. Si on peut exagérer, non, Gaël. Même, disons même que c'est des gens qui veulent s'affranchir peut-être des trucs. Même si tu reçois en cash, tu reçois comme ça quelque part, c'est en bas de ton matelas, ton argent. Voilà. Tu reçois l'autre là. Maintenant, il faut savoir quel est l'intérêt d'aller le mettre dans ton propre système bancaire. Pourquoi prendre ton argent du matelas, aller le mettre en paiement de primes d'assurance vie? Hein? La réponse est toute simple. Lorsqu'un système est mature, parce qu'il faut un temps de maturation, comme l'épicerie dont on a parlé là, il faut un temps pour bâtir une stature dans le quartier. Aujourd'hui, vous réfléchissez, quand vous avez envie d'acheter du pain, vous connaissez votre épicerie du coin, votre boulanger. Et ça n'a absolument pas pris une journée. Cela a pris du temps pendant lequel il souffrait, il se levait tôt, il n'avait pas tous les revenus qu'il espérait avant que vous soyez reconnu. Maintenant, tout le monde va chez lui, les yeux fermés, achète des baguettes, achète des croissants. OK. Ça lui a pris du temps et de l'argent. Mais maintenant que son épicerie est devenue mature, c'est facile pour attirer la clientèle et se faire de l'argent. La même chose, ça prend du temps pour être bâti. Mais quand c'est bâti, si vous avez une boulangerie, irez-vous acheter une partie de votre pain chez le vendeur de baguettes à côté? N'est-ce pas que 100% de votre baguette, vous allez acheter ça chez vous-même? La même chose. Vous avez une banque. Pensez comme un banquier, acceptez que vous êtes un banquier. Ne vous mettez pas de frein. Maintenant, vous dites, j'ai $100 000 de revenus. Je le mets dans la banque de qui? Je la mets dans ma propre banque ou je mets dans la banque des autres? Il n'explique pas ici, mais techniquement, c'est quoi? Un contrat d'assurance vie qui représente les banques, ça fonctionne comme une fiducie ou bien une entreprise où vous avez des employés et vous êtes simplement le propriétaire. Vous avez pris des capitaux, vous avez donné à cette entreprise-là. Cette entreprise-là va payer des salaires aux employés, non? Complètement. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de vos capitaux? N'est-ce pas qu'elle va le faire travailler pour votre profit? Maintenant, vous avez des capitaux, vous allez donner à une entreprise. L'entreprise génère des revenus pour les employés, mais tous ces employés travaillent pour vous pour que vous ayez des revenus supérieurs aux capitaux que vous avez dépensés. À chaque fois que vous avez un salaire de $100 000, vous pouvez payer $100 000 de primes, c'est comme $100 000 que vous confiez à
une entreprise qui est la compagnie d'assurance, dont le but est de faire travailler ces 100 000 et de les faire fructifier pour votre compte. OK? Grâce aux 100 000, la compagnie va fonctionner, mais aussi, grâce aux 100 000, elle va générer des revenus pour vous. Donc, arrêtez de penser à combien l'entreprise, la compagnie d'assurance va gagner, mais pensez plutôt à combien mieux, combien plus vous allez gagner. Oui. Maintenant, voilà. Wow. Non, voilà. Donc, All right. il dit ici, la compagnie d'assurance, regardez bien, comment faire pour... donc, comment fonctionnent les produits d'assurance vie? C'est comme ça que j'explique, ce que j'ai expliqué. Maintenant, il explique ici que, est-ce que vous savez que vous pouvez vous auto-assurer? Les compagnies d'assurance automobile doivent faire travailler les primes aux mêmes endroits que les compagnies d'assurance vie. Elles doivent payer des sinistres et des frais administratifs, comme une compagnie d'assurance, et elles versent des dividendes à ses propriétaires, tout comme les compagnies d'assurance. Vous remarquez que une fois que vous avez une base de substantielle de valeur de rachat dans votre police d'assurance vie, avec tous les éléments, vous avez tous les éléments d'une compagnie d'assurance, à l'exception de la tarification du produit. Ça veut dire quoi? C'est que vous pouvez utiliser l'argent que vous payez pas en responsabilité civile, mais en franchise, remplacement à neuf, remplacement de véhicules, pour vous autofinancer en assurance. C'est-à-dire que vous faites ceci, il explique dans le chapitre ici, vous capitalisez le montant de la réparation possible de votre véhicule. Hein? Vous-même. Vous-même. Maintenant, vous dites, oh, moi, si je fais un dégât, j'ai les moyens de me remplacer mon véhicule. Donc, est-ce que je suis obligé de payer remplacement à neuf chez ma compagnie d'assurance? Maintenant, vous dites, je paye combien remplacement à neuf chez ma compagnie d'assurance et je fais le même paiement de ma police maintenant. Oui. Donc, vous pouvez le développer au système. Il y a de l'argent un peu partout. Les hypothèques que vous payez, les voitures que vous achetez, les assurances que vous payez. Voilà. Donc, en fait, on ne parle pas d'épargner plus. Hein. Enfin, en cas d'arriver sur le fait d'épargner plus, c'est plus de rediriger ce qu'on dépense déjà. Donc, c'est plus sur ça que c'est centré. Je crois que ça peut être intéressant qu'on embraye un peu sur la partie un peu financement d'équipement que tu as évoqué rapidement dans ton propos liminaire. C'est là c'est au niveau de la page 60-74 si je m'en abuse. Voilà. Le but, en fait, c'est de montrer les applications entrepreneuriales. Donc, ça, moi, je pense que ça, c'est la partie la plus sulfureuse pour les gens qui entreprennent. Même si tu n'entreprends pas, quand tu lis cette partie, tu as tout de suite envie de lancer un business, quoi. Donc, Nelson Nash explique très bien comment il a appliqué le concept-là à son entreprise forestière. Et ça, c'est une vraie leçon d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si on peut un peu relire ça et puis de là, on ne va pas forcément développer le chapitre en détail parce qu'on a... peut-être on peut un peu répondre sur les grandes lignes. Donc, comment peut-être un entrepreneur peut remplacer le financement bancaire traditionnel par son propre système. Pourquoi Nash, il dit justement que le contrôle du financement est plus important que le taux d'intérêt et comment un investisseur, dans le cas de l'immobilier, parce qu'on en a plein, ou un chef d'entreprise au niveau du Canada ou en Amérique du Nord, peut appliquer cette logique concrètement, quoi. Je pense que ça peut être intéressant, quoi. Alors, regarde, dans le chapitre sur le financement d'équipement, moi, je vais simplement le résumer. Donc, c'est un très bon chapitre qui vous montre un cas pratique de comment est-ce qu'une personne va utiliser les produits d'assurance vie de manière pratique sur la base d'une illustration et comment est-ce que la personne va bâtir une source de revenus passifs à la retraite en utilisant les paiements de camions qu'il fait déjà. Hein? Donc, c'est le principe de l'épicerie pareil. Étape 1, il étudie, il reconnaît la nécessité de se faire financer à travers une banque personnelle. Ça, c'est la base, la connaissance. Étape 2, il capitalise une réserve. Étape 3, il devient le client de sa propre réserve. Étape 4, il redirige les mêmes paiements qu'il avait l'habitude de faire pour payer des camions à un système qui contrôle et qu'il recycle pendant un certain nombre de temps. Ce qui fait que à la retraite, il a récupéré une quantité supérieure de capitaux avec intérêt qu'il commence à utiliser comme levier financier. Dans les tableaux expliquent des cas où il finance 1, 2 ou 3 camions. Mais comprenez l'idée générale, c'est à travers la figure ici. Nelson Nash dit ceci, il n'existe qu'une seule réserve financière. Et la réserve financière des compagnies d'assurance est accessible à ceux qui savent y mettre la main. Premièrement, qui dépose les primes, qui remplit cette réserve, c'est tous les assurés sous forme de primes. Le but de cette réserve-là, c'est de fournir de l'argent aux assurés, soit sous forme de prestation de décès, soit sous forme de dividendes. Pour pouvoir fournir la prestation de décès, les dividendes
et en même temps payer les frais d'opération de la gestion de toute cette réserve financière-là. Les compagnies d'assurance qui contrôlent ces réserves sont obligées de faire des prêts. Et ces prêts entraînent des remboursements avec intérêt qui viennent renforcer la réserve pour financer les prestations des décès, les frais d'opération et les dividendes qui sont donnés aux assurés, aux adhérents, assurés et épargnants. L'un des endroits où la compagnie d'assurance fait des prêts, c'est dans le financement des banques. Qu'est-ce que, ici, il dit, les banques, il les appelle la grande muraille de Chine. Les banques, ce sont les personnes qui se sont mis une barrière entre le grand public et la réserve financière des compagnies d'assurance. Les banques, c'est elles qui financent en général les camions, les tracteurs, les coupables, ainsi de suite. Donc, quand vous avez besoin de camions, de tracteurs et tout, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à la banque. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Entre autres, elle va aller demander des blocs d'argent aux compagnies d'assurance. Elle va ressortir et venir vous le prêter. Donc, elle va juste servir d'intermédiaire. Elle aura accès à de l'argent à moindre coût pour venir mettre sa propre cote par-dessus. La cote par-dessus et vous le vendre. Or, les titulaires des contrats d'assurance vie qui payent les primes ont aussi droit à accéder à la même réserve financière de manière légale. En fait, ils sont prioritaires pour accéder à la réserve d'argent ici. Ce n'est pas les banques, c'est les titulaires parce qu'ils sont propriétaires des capitaux là, ils sont prioritaires pour accéder. Donc, arrêtez d'utiliser les intermédiaires, accéder directement à la réserve financière au même coût et épargner la différence entre les intérêts que le banquier vous charge et vous, ce que la compagnie vous charge. Donc, c'est pour ça que Nelson Nash a conseillé à son neveu de dire, bon, regarde, quand tu as tous ces équipements à financer, premièrement, deviens un adhérent du système en payant une quantité de primes. Sois propriétaire d'une partie de la réserve financière qui va te servir pour pouvoir avoir accès à la réserve financière. Avoir accès, ça dit t'ouvrir la porte. Parce que tu es propriétaire, tu as accès à la porte. Finance-toi les camions à moindre coût et simplement repaye l'argent, remboursement de prêt à la même réserve et la différence d'intérêt entre le coût de l'emprunt de la compagnie d'assurance et le coût que les banquiers allaient te donner, que tu épargnes, les 33,4% dont on a parlé au départ, renforce ta réserve pour avoir accès à plus de capitaux. Maintenant, quand tu rediriges les capitaux là-dedans, à la fin, tu auras accès à tellement de capitaux que tu pourras commencer à te payer une rente annuelle jusqu'à ta mort. Donc, c'est ça l'explication du chapitre financement d'équipement. Donc, quand vous lisez ce chapitre-là, ayez à l'esprit qu'il explique comment vous pouvez accéder à une réserve financière à vos conditions. OK. J'aimerais quand même qu'on parle aussi de la partie... La retraite, on n'a pas parlé de la retraite. Hein. Tu ne veux pas qu'on brosse un petit truc là la partie 80, la page 81-87. Des objections. Ouais, l'objection. Tu veux un peu boucler sur la retraite, comme ça, termine par les objections. La retraite, je crois qu'on en avait parlé. Parce que lui, il critique frontalement la vision traditionnelle de la retraite. Et moi, je trouve qu'il a raison. En quelques mots, hein, peut-être quelles sont, selon lui, la plus grande illusion autour des REER. On a fait déjà quelques vidéos un peu dessus, sur le REER, et tout ça. Et comment l'IBC peut redéfinir la notion de sécurité des libertés financières. En quoi son modèle protège mieux contre l'inflation et les crises de marché. Il dit ceci, il pose le problème, j'en ai parlé au-dessus, il pose le problème suivant. Pourquoi le gouvernement a-t-il payé le REER, TFSC, pas TFSC, mais REER, RSP, ou bien aux États-Unis, je crois, il s'appelle Roth IRA, quelque chose comme ça. Pourquoi le gouvernement crée des exemptions fiscales, soi-disant pour vous permettre d'épargner pour votre retraite? Et pourquoi le gouvernement nous permet d'épargner pour notre retraite à l'abri de l'impôt, au lieu de donner une exception à une règle que lui-même a imposée? L'impôt sur les revenus aux États-Unis et au Canada date du maximum, au plus loin, ça date du début du XXe siècle. Avant ça, il n'y en avait pas. Chacun gérait ses affaires. À cause des Première, Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements américains ont commencé à imposer l'impôt sur le revenu. Maintenant, l'impôt sur le revenu prive les Nord-Américains de moyens de créer de la richesse pour leurs vieux jours. Pourquoi? Parce que si vous avez 100 000 $, vous payez 30% de vos 100 000 $. Vous ne payez pas que 100 000 $. Vous payez aussi la possibilité de gagner sur 30% chaque mois, chaque année, chaque mois, jusqu'à votre retraite. Cet argent-là,
s'en va enrichir le gouvernement, mais ne vous enrichit pas. Maintenant, pour pouvoir régler ce problème, le gouvernement vous dit non, bon, parmi les 30% que je prélève là, je vais vous en laisser une partie, vous allez faire travailler ça, et à la retraite, on va se partager le fruit de la retraite, le fruit de ce travail-là. Souvenez-vous, l'argent que vous avez mis dans vos REER, une partie, c'est des impôts que vous aurez dû payer. Donc, c'est mon argent que je vous ai confié à travailler, et une partie était le vôtre. Maintenant que vous avez fait travailler ma part des 30% et votre part, on arrive à la retraite, on va se partager. Chaque fois que vous allez faire des décaissements, je vais prendre ma part. Quand vous allez mourir, je vais prendre ma part. Donc, non seulement vous êtes obligé de bloquer de l'argent pendant 30 ans, mais vous êtes à la fin, vous êtes encore obligé de donner une partie de cet argent au gouvernement. Maintenant, il dit, pourquoi le gouvernement qui a créé le problème de l'impôt, c'est la même personne qui dit que non, je vous donne des exceptions. Non. Pourquoi le gouvernement ne ferait pas plutôt ceci? Laisser les gens gérer leur argent toute leur vie et puis financer leur retraite. Le gouvernement dit non, moi je m'en occupe, je vais m'occuper de vous. Si vous n'avez pas suffisamment cotisé, je vais vous donner une partie, mais vous devez contribuer au système de retraite. Pourquoi ne pas m'enlever les impôts et moi je vais contribuer à mon système de retraite moi-même? Donc c'est à peu près la vision de Nelson Achille. Il y a quelqu'un qui est plutôt, je ne vais pas dire libertarien, mais c'est son système de pensée. Donc, c'est ça. De la philosophie autrichienne, quoi. Économique. Ok, ouais, c'est clair. Donc, le concept bancaire infini, c'est clair que c'est pas une retraite, c'est plus une structure. Enfin, quand je dis retraite, c'est dans le sens traditionnel du terme, dans le sens que les gouvernements nous proposent. Ça va plus être une structure de liberté de flux et en partant du principe que chacun est responsable de comment est-ce que il gère ces différents flux, quoi. Donc, si on vient sur les objections, tu voulais dire quelque chose? Non, pour juste conclure et puis passer sur les raisons, c'est que vous créez un business à part. Nelson Achille, dans son livre, va dire chaque personne devrait être dans 2 business. Le business dans lequel il est et le business de la banque. Le plus rentable, c'est le business de la banque. Et parce que vous avez créé un business de la banque, ce business-là, comme on a parlé dans l'exemple de l'épicerie, c'est de vous fournir un revenu passif. Donc, lorsque vous arrêtez de travailler, vous décidez d'arrêter de travailler, le business de la banque va vous fournir un revenu passif. Et ce business est financé par quoi? Il n'est pas financé par votre épargne essentiellement. Il est financé essentiellement par les financements que vous avez envie de faire. Vos voitures, vos mises de fonds, vos canapés, votre iPhone, vous pouvez utiliser ça pour financer votre retraite. Mais il faut être stratégique. La première des choses qu'il faut faire, c'est capitaliser. Deuxième des choses qu'il faut faire, utiliser le capital pour financer par vous-même vos iPhones, voitures, mises de fonds, immobilier. Et troisième des choses qu'il faut faire, c'est prendre les mêmes paiements que vous avez l'habitude de faire pour vos iPhones, vos voitures, vos mises de fonds, vos immobiliers, les mêmes paiements et les rediriger dans votre fonds de retraite, si on peut dire ça comme ça. Et là, maintenant, quand vous avez rédigé tout cet argent-là, faites-en le calcul, cet argent-là est dans un environnement libre d'impôts et il génère des rendements et que vous pouvez prendre une partie de ces rendements pour vous payer comme rente annuelle de manière perpétuelle. Maintenant, on va passer par la section 81, les objectifs. Donc, je crois que la section 6, c'est plus pour... quand tu découvres ce concept, tu as automatiquement des feux rouges qui s'allument. Et j'ai trouvé hyper intéressant qu'il pense justement à rajouter une section de désamorçage des doutes avec de la pédagogie. Donc, je pense qu'on va rentrer rapidement là-dessus. Tu as plein de questions qui vont revenir, mais où en fait à ceux qui disent, par exemple, je peux avoir un meilleur rendement ailleurs, ou bien ceux qui disent je ne suis pas assurable, ou pourquoi le rendement n'est pas le vrai sujet quand on parle d'IBC, tu vois. Quel est, selon toi, le plus grand malentendu autour de ce concept, dès lors qu'on aura terminé de peu ce que le point de vue de Nelson par rapport à ça? Quand vous lisez la page 3, ok, je vais lire la page 3 et puis repasser à la page 81, parce que c'est pas pour rien qu'on a demandé de lire la page 3 au départ. Ok? Il ne s'agit pas d'un outil de vente pour les agents d'assurance vie. Okay? Ce n'est pas pour vendre l'assurance vie. Il ne s'agit plutôt d'un enseignement que le secteur d'assurance vie aurait dû dispenser. Ok? Ce n'est pas un outil ce n'est pas d'investissement. Ça, c'est la page 99. Donc, on va reprendre 99. Après, on va revenir à 81. 99, on va donc. Il ne s'agit pas de vente d'assurance vie, premièrement. Et ensuite, 99, il dit, le but, c'est quoi? Vous financez tout ce que vous achetez. Vous financez tout ce que vous achetez.
soit vous payez des intérêts à quelqu'un, ou vous renoncez aux intérêts que vous aurez dû payer. OK? Il ne s'agit pas d'un investissement. Il s'agit de régler le problème de combien d'intérêts vous payez, vous perdez lorsque vous payez avec intérêt et combien d'intérêts vous ne gagnez pas lorsque vous payez avec intérêt. Donc, quand on a en tête ceci, l'infinite banking consiste à changer la manière dont on finance les choses. Il ne s'agit pas d'un outil pour faire des rendements. Donc, lisez bien la séquence. Page 99, page 3, le problème. Page 3, le problème, l'épicerie. Comment créer son système bancaire. Le rendement n'est qu'un détail, en fait. Le contrôle et la liquidité sont les vraies variables de la richesse. On va les lire, ce que Nelson Nash dit, parce que là, je vais insister là-dedans. Je vais prendre un exemple. Beaucoup de gens, parce que lui, il parle de fiducie ici, tout le monde n'est pas familier avec le domaine de fiducie. Donc, je vais faire une analogie pour que vous compreniez cette partie-là. Donc, beaucoup de gens investissent dans des entreprises, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre leur capital, ils vont donner à une entreprise. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va aller faire des opérations. Quel est le but de l'entreprise? C'est de transformer les capitaux, générer une plus-value et payer l'investisseur, n'est-ce pas? Est-ce que la personne qui investit se pose la question, moi j'ai mis 100 000 $ à telle entreprise et l'entreprise est en train de se faire 20% sur mes 100 000 $. Ou la personne va plutôt se poser la question, moi j'ai donné 100 000 $ à l'entreprise et l'entreprise me donne 10 000 $ de plus. Les gens, quand ils confient leur argent aux banques, les gens, quand ils confient leur argent aux entreprises, ils ne se posent jamais la question combien d'intérêts l'entreprise à qui ils confient leur argent, la banque, l'entreprise, se fait. Ils s'intéressent plutôt à combien eux, ils gagnent dans l'opération, n'est-ce pas? La même chose, lorsque vous avez confié votre argent à la compagnie d'assurance. Le but de la compagnie d'assurance, c'est de faire de l'argent pour vous. Donc, on va repartir à la page 31 parce que c'est ce qu'il dit ici. On va repartir à la page 31 parce qu'il y a une illustration qui est précise. Parce qu'on va répondre aux questions, pourquoi je dois payer des intérêts? C'est ça la question. Donc, on va aller à la page 31. Voilà. Le but de payer des primes, c'est que la compagnie vous donne de l'argent sous forme de prestation de décès ou de dividendes tout en payant ses opérations. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'elle est obligée de faire de vos primes? Elle est obligée de les prêter. Prêter, par exemple, à des gens qui veulent acheter des hypothèques. D'habitude, ces gens qui veulent acheter des hypothèques, c'est les banquiers qui viennent emprunter de l'argent et remboursent les hypothèques, mais en se faisant une marge. Prêter de l'argent à des entreprises qui veulent se développer. Elles viennent emprunter auprès des compagnies d'assurance et remettre le capital. Et la compagnie aussi, parce qu'elle doit vous donner des dividendes, du capital d'essai disponible sous forme de valeur de rachat, elle est obligée d'aller placer cet argent-là. Maintenant, donc quand vous comprenez que vous, en tant que propriétaire de police, vous êtes un endroit où la compagnie va utiliser votre capital pour faire de l'argent dans le but de vous payer, ne vous inquiétez pas de combien vous allez emprunter de l'argent parce que c'est le lot commun de toutes les personnes qui viennent emprunter de l'argent dans votre réserve financière. Mais le but du prêt, c'est de générer des rendements, des revenus pour vous. Concentrez-vous surtout sur combien d'argent le système va vous générer sous forme de valeur de rachat et de capital d'essai et sous forme de dividendes que sous la forme de remboursement des intérêts. Ces intérêts-là servent à quoi? Ils servent à vous, à maintenir le système qui vous permet de gagner de l'argent sur le long terme en payant ces coûts d'opération. Ce n'est pas gratuit. Vous êtes, en tant que payeur de primes, vous êtes propriétaire de ce système-là. Donc, quand vous payez des remboursements, vous donnez de la business à une entreprise qui vous appartient. En plus, Nelson Nash recommande de faire ça avec des compagnies mutuelles. Donc, vous êtes les adhérents sont littéralement comme des actionnaires, quoi. Des actionnaires. Donc, vous êtes éminemment propriétaire de la compagnie. Donc, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, je veux dire, vous êtes donc propriétaire de Toyota. Allez-vous acheter une Chrysler? Vous allez acheter une Toyota. Maintenant, si vous achetez une Toyota, vous dites, non, le taux d'intérêt chez Toyota est trop élevé, je préfère aller payer les voitures chez Chrysler. Ben, vous avez le droit, mais vous donnez la business à Chrysler, tandis que Toyota, qui est votre entreprise, voilà. Et vos employés vont vous voir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez Chrysler aussi. Mais maintenant, c'est Toyota qui vous donne un salaire, qui vous donne un rendement, qui protège votre entreprise. Maintenant, si vous donnez le mauvais exemple. Bon. Donc, comprenez le rôle des intérêts que vous payez, c'est pour rembourser, renforcer un système qui vous donne plus.
Donc, ne pensez pas simplement à combien vous payez à la compagnie, mais pensez aussi, faites le bilan global de combien vous gagnez. Maintenant, quand on comprend que les primes sont les paiements d'intérêt sur la police sont la rémunération de la mise à disposition du capital par la compagnie d'assurance. C'est-à-dire les primes que vous payez, c'est la rémunération de votre employé. Disons ça comme ça. Qui est la compagnie d'assurance qui a pour but de travailler pour vous en vue de vous donner des dividendes et du capital d'essai. Maintenant, on comprend ça. Mais en plus, l'infinite banking, il ne s'agit pas simplement, l'infinite banking concept, il ne s'agit pas simplement de rembourser au taux d'intérêt que demande la compagnie. Non, non, non. Il s'agit de rembourser au taux courant que demandent d'autres compagnies. Maintenant, Nelson Nash. Les intermédiaires, tu veux dire, ceux qui font. D'autres intermédiaires. Souvenez, on a montré tout à l'heure la muraille de Chine. Les gens qui viennent puiser dans la même réserve ici empruntent de l'argent et viennent vous le vendre. Ils ne veulent pas que vous soyez au courant. C'est pour ça qu'il y a une muraille de Chine. Quelle est la source initiale du capital. C'était un secret caché jusqu'à présent, en particulier en francophonie. Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, on va aller encore voir la page 81. Donc, on a compris le premier aspect, c'est que les intérêts que vous payez à la compagnie d'assurance, c'est des intérêts que vous payez à une compagnie qui travaille pour vous. Ces intérêts-là vont vous être reversés indirectement sous forme de dividendes, participation, réduction de frais. OK? Maintenant, donc ça, c'est la dernière partie. Mais maintenant, Nelson Nash dit ici, lorsque les gens sont exposés à la première fois au concept bancaire infini, une personne pensera presque toujours et exprimera souvent la pensée suivante. Mais je peux obtenir un taux de rendement plus élevé en investissant dans n'importe quoi. Malheureusement, cette personne n'a rien compris. Nous ne parlons pas ici de rendement d'un investissement, mais de la façon dont vous financez tout ce que vous achetez, y compris les investissements. Vous voyez ici, là, c'est ce qu'on a raconté jusqu'à présent depuis 1 an, il est là. C'est ce que Nelson Nash dit. Si vous voulez financer l'immobilier, si vous voulez financer des voitures, n'importe quoi, vous devez d'abord bâtir votre réserve financière. Voici la preuve écrite de Nelson Nash. Nous ne parlons pas de rendement d'un investissement alternatif, mais de la façon dont vous financez tout ce que vous achetez. Il est toujours préférable de le financer par le bien de votre propre système que de sortir de votre poche. Et là, il donne une démonstration. Il va dire, par exemple, regarde ici, une personne a 100 000 $ pendant 1 an, il investit à 20%. Quel sera son rendement? 20 000 $. Mais parce qu'il a fait 20 000 $, le gouvernement va lui réclamer 30%, c'est-à-dire 6 000 $. Donc, il va réaliser un rendement net, 14 000 $. OK. Maintenant, supposons que B a accumulé les valeurs de rachat de 100 000 $ dans son propre système Infinite Banking Concern, sa propre banque personnelle, une assurance vie avec participation. Mais il emprunte à son système à 8%. C'est très important. Les 8% dont il parle ici, ce n'est pas 8% de la compagnie d'assurance, c'est 8% qu'il aurait dû payer à quelqu'un d'autre s'il était allé emprunter. Parce que, c'est écrit ici, c'est très important, c'est écrit ici. Une précision s'impose. Les intérêts qu'il verse à la police ne sont pas vraiment les intérêts sur le prêt. Il s'agit d'une prime supplémentaire qui est également au montant des intérêts qu'il paie à la société de financement. Donc, il précise bien que les 8% auxquels il emprunte l'argent de sa police, c'est lui, en tant que le banquier, qui décide de se prêter à 8%. En se basant sur le coût d'intérêt du marché, en tout cas par rapport à l'asset dont il veut faire l'acquisition. Je donne un exemple concret dans une situation canadienne, c'est moi, en tant que personne, j'ai une entreprise qui a besoin de 100 000 $ pour investir en bourse à 10%. Soit l'entreprise prend 10%. Là, c'est au personnel. Donc, on va pas. Même en personnel. Voilà. Une personne, un ami donc, je suis à la fois l'investisseur et l'emprunteur. Je dois aller chercher du 10%. Je cherche du 10%, je paye du 6%. Maintenant, j'emprunte, je dis que mon emprunt sur police, j'ai emprunté 100 000 $ à 8%. OK? 100 000 $ à 8%. Donc, je vais prendre 100 000 $, je vais aller faire le même rendement de 10%, c'est-à-dire 20 000. Mais je suis obligé de payer à mon système 8% parce que je me le suis prêté à 8%. Parce que je me paye à 8%, je peux déclarer un gain imposable au lieu de 20 000,
je vais me déclarer un gain imposable de 12%, c'est-à-dire 12 000. Les impôts, du coup, ne seront plus sur la base de 20 000, mais sur la base de 12 000. Donc, je vais payer 3 600 dollars d'impôts au lieu de 6 000. Mon gain maintenant sera de 8 400. OK? Mais dans ce cas, vous devez vous rappeler que qui sont les acteurs du système financier? Et également, B est également le propriétaire de la police à laquelle les intérêts sont versés et gagne les 8% sur une base libre d'impôts. C'est-à-dire qu'il a décidé de s'imposer, de dire que non, moi, les 24%, j'ai dû emprunter ça, donc je vais déclarer une réduction de charge de 8 000 pour descendre mon gain imposable à 12 000. Maintenant, je paie des taxes sur les 12 000 parce que j'ai emprunté de l'argent pour financer les 20 000. Et je paye 6 000. Donc, mon gain sur la base de mon investissement, c'est 8 400. Mais le problème, c'est que les 8 000 d'intérêts que je devais payer m'appartiennent aussi. Complètement. Donc, je les gagne dans une base non imposée. Le résultat total est donc suivant. Le rendement net, c'est 8 400 sur le fait de l'investissement. Le rendement net de son système bancaire, a gagné 8 000 parce que j'ai versé 8 000. Ça fait qu'il a les 8 400 qu'il a fait sur son investissement et les 8 000 qu'il a versé à un système qu'il contrôlait. Il a maintenant 16 400, qui est plus que 14 200. Mais en même temps, la même année, ça il n'explique pas. La même année, les 100 000 dollars aussi ont fait des rendements dans son la partie qui est investie. Voilà. Donc, il dit que malgré le fait qu'il a payé des intérêts, mais il a payé ses intérêts à un système qu'il contrôlait. Donc, l'infinite banking, c'est se fixer les mêmes taux d'intérêt que si on était allé emprunter de l'argent. Pourquoi il faut payer les intérêts? Si j'ai payé 8% ici. Là, maintenant, ça, je vais faire une petite déviation. Il faut comprendre le principe des intérêts composés. Un intérêt composé, si j'ai 100 000, regarde bien, si j'ai 100 000 qui rapportent 5%, l'année prochaine, j'aurai 105 000, là. Yes. L'année prochaine, je vais faire 5% sur 100. Attends, je vais prendre une calculatrice. 105 000. 105 000. Okay. Voilà. Mais si maintenant, je prends les 100 000 pour aller investir pendant 1 an, je suis obligé de revenir, quand je vais remettre mes 100 000 en place, de revenir à zéro et de gagner l'effet cumulé de mes 100 000 composés sur la longue durée. On va prendre une pause, je vais sortir une calculatrice et on va l'expliquer. Je pense que ce sera la fin là. Et c'est ça, sur la dernière section. Voilà. Donc ici, on va prendre ici. Est-ce qu'on voit les... Voilà. On va prendre la calculatrice. Donc regardez bien, quelqu'un qui a 100 000 ici, on va partir d'un exemple. Une personne a 100 000 dollars et gagne 5% chaque année. Première année, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 162 000. Retenez ce chiffre de 162 000 en 10 ans. Maintenant, la même personne va prendre son argent et investir. OK? Première année. Après la première année. Donc, je prends 100 000. La première année, il investit à 5%. La deuxième année, il investit ailleurs à 10%. Ailleurs. Donc, il prend 100 000 dollars et il a 5 000 et il investit les 100 000 ailleurs. Et ce sont les 5 000 qui sont 5%. Donc, ça, c'est la 250. Troisième année, maintenant, il reprend son capital, il ajoute 100 000. OK? Donc, nous sommes la deuxième année, il a remis ses 100 000 et, je me suis trompé, moins 10 000, il a remis ses 100 000. Troisième année, il a 105 000. Donc, l'année 1, il avait 105 000. Année 2, il avait 5 250. Année 3, il a 105 000. Il a remis. Et maintenant, il reste 7 années. Il reste 7 années où il continue à gagner 5%. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'il avait investi ailleurs, il a 12 000 dollars de moins. Le fait d'avoir investi son argent ailleurs lui a fait perdre 12 000 dollars sur son capital. OK? Le fait d'avoir investi ailleurs lui a fait perdre 12 000 dollars sur son capital. S'il avait fait ceci, il avait investi ses 100 000 dollars à 5% pendant 10 ans. Non, je reprends. S'il avait fait ceci, il avait investi 100 000 dollars, 1,05 pendant 10 ans, il aurait ses 162 dollars, 62 000 dollars,
Et il avait emprunté les 100 000 dollars à même 8%. Même 8%. Il aurait payé, en une année, il aurait payé 8%. Mais il aurait quand même gardé ses 12 000 dollars. Puisqu'il a pris l'argent des autres pour l'investir. Il a pris l'argent Il n'a des pas autres. interrompu la croissance du rendement de son capital initialement Il n'a investi. pas perdu l'effet cumulé parce qu'en plus, l'année prochaine, les rendements de 5% seront sur 162 000, pas sur 148. Exactement. Donc, les 8% qu'il aurait payé l'année où il avait investi lui a permis de conserver la possibilité pour lui de gagner 12 000 en 10 ans, mais aussi de gagner 9 000 en une année à partir de la 10e année. Ainsi, l'effet cumulé. Est-ce que vaut mieux éviter de payer 8 000 une fois, mais continuer à gagner plus sur le long terme pour conserver le pouvoir de ton capital de générer des rendements composés ininterrompus? Combien es-tu prêt à sacrifier? C'est ça la question. Combien es-tu prêt à sacrifier aujourd'hui pour laisser ton capital travailler le plus longtemps possible sans interruption? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas simplement combien d'intérêts tu payes. Les intérêts donc on va reprendre la réponse. Les intérêts que tu payes servent à garantir un système qui travaille pour toi. Deuxièmement, ce système-là sert tes intérêts à toi, te protège. Donc, ce système-là doit être garanti. Mais même lorsque tu payes des intérêts, qu'est-ce que tu gagnes? Tu permets à ce que ton capital à toi soit assuré de générer des rendements sur le très long terme. Il faut avoir une vision sur le long terme, pas simplement une vision temporaire. Et comprendre surtout la mathématique derrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le point d'inflexion entre la croissance du rendement de mon capital qui sera garanti de toujours augmenter sur le temps et ce que j'emprunte qui va à un moment donné complètement s'estomper, s'arrêter. Donc, moi, je préfère payer pendant un certain temps, tu vois, un intérêt qui va s'arrêter et avoir jusqu'au restant de mes jours un rendement croissant composé qui va tout le temps. L'idée, c'est le mot composé là. La composition a besoin, la composition du capital, pour faire des intérêts composés, on a besoin qu'il n'y ait pas d'interruption. Si tu arrêtes la composition de ton capital, tu renonces non seulement à gagner des intérêts cette année-ci, mais tu renonces aussi à gagner des intérêts sur les intérêts les années prochaines. Les années prochaines. Tu vois, si tu avais 100 000, je te dis encore, tu avais 100 000, tu gagnes des intérêts sur 5 000, tu es obligé de ne pas gagner des intérêts sur 5 000 l'année prochaine. Yes. On boucle quand même sur aussi le point de je ne suis pas assurable. Hein. Un point quand même important. Je ne suis pas assurable. Ça, la réponse est simple. L'idée, c'est que l'idée, c'est de contrôler des réserves financières. Hein? L'idée, c'est de contrôler des réserves financières et pas d'assurance vie. Il ne s'agit pas d'assurance vie. Il s'agit de conserver des réserves financières sous forme de contrat d'assurance vie. Si vous n'êtes pas assurable, vous pouvez avoir une personne de votre famille, un partenaire d'affaires qui peut être assuré. Vous avez juste à être le titulaire de la police d'assurance vie et le système, vous pouvez l'utiliser exactement de la même manière. Gaël, un petit mot avant qu'on termine sur la dernière partie qu'on vous exhorte aussi à regarder les réflexions finales de la partie 99. Je crois que le but de cette section, c'est plus de boucler la boucle avec le message philosophique derrière tout ça, quoi. Si toi, tu devrais résumer peut-être en une phrase ce que Nash nous enseigne, ce serait quoi? La chose que je résumerais, c'est sortons de l'esclavage financier. Et il existe une manière simple, accessible à tous de sortir de l'esclavage financier en contrôlant simplement comment on finance les choses dans notre vie. Somme toute, le message se résume à ça. De contrôler l'environnement, lui le dit bien, l'environnement dans lequel on opère financièrement va changer notre avenir financier. Donc, apprenons à contrôler l'environnement financier en éliminant les obstacles qui sont les intérêts. Et si on le fait, on a un avenir plutôt assuré. En réalité, l'élément le plus difficile, en fait, c'est pour gérer dans le système, en fait, c'est soi-même, quoi, tout simplement. Ouais. C'est la seule... Il parle de discipline. Il parle de discipline. L'idée, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se fait en ayant une vision et de la discipline. La discipline, premièrement, retarder la gratification immédiate. Deuxièmement, la discipline de se respecter soi-même en tant que client et propriétaire d'un système bancaire. Ne pas se voler, se payer avec intérêt. Hein? Donc, en anglais, on dit don't steal the peas, ne pas voler les boîtes au poids. Tu vois?
Comprendre que c'est une business comme une autre, c'est une affaire comme une autre et que vous devez la respecter comme telle. Donc, si vous avez une boutique, est-ce que vous allez venir vous servir et ne pas payer? Non. Si vous avez une banque, est-ce que vous allez vous servir et ne pas payer? Non. Alors, pourquoi voler votre système bancaire en empruntant et en ne vous remboursant pas? Le but final, c'est de vous créer une source de revenus passifs en finançant par vous-même tout ce que vous avez à acheter. Et cette philosophie-là change radicalement vos perspectives d'avenir parce que vous êtes dorénavant au contrôle. Chaque individu peut, avec tout ça, je crois, commencer à reprendre le contrôle de ses flux financiers dès cette semaine. Merci beaucoup, Gaël, pour ce partage. J'espère que ça va vous donner suffisamment envie d'aller lire ce bouquin, d'autant plus qu'à présent, il est en français. Donc, il n'y a plus cette barrière pour ceux qui disent, ah, je ne comprends pas bien l'anglais et tout. Donc, ce livre n'est pas juste un livre. C'est une révélation. Donc, on a parlé un petit peu de la partie un petit peu exotérique où après une prière, il a comme un coup de marteau, eu le déclic pour élaborer ce concept-là. Donc, il ne vous dit pas quoi acheter, Nash. Il vous dit comment penser. Si vous comprenez ce message et si vous l'appliquez, vous ne verrez plus jamais une banque, un prêt ou un dollar de la même façon. Et c'est exactement ce qu'on enseigne avec Guiel dans le club Omengo et dans les différents programmes d'implémentation, notamment le BOSS pour le conseil bancaire infini. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on vous met le lien du bouquin en version e-book en français dans la description. Ceux qui préfèrent en anglais, il y a aussi le lien qui sera en description. Et aussi un lien qui vous donne un petit peu la chronologie pour mieux appréhender et lire le bouquin. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le club gratuitement, le club Omengo, et de prendre rendez-vous avec nous pour voir de façon personnalisée comment est-ce que ça peut s'appliquer dans votre situation. Et n'hésitez pas aussi à participer à nos différents événements qu'on organise à peu près chaque semaine ou de façon bimensuelle. Vous avez tous les liens en description. Merci à toi, Gaël, pour ton éclairage, toujours aussi percutant. Je crois qu'on est allé beaucoup plus en profondeur qu'il y a un an quand a décrypté la version en anglais, quoi. C'est ça. Donc, ce que vous faites, ce que je vous recommande de faire, c'est d'acheter le livre en français ou en anglais et de resuivre la séquence et de vous inspirer de l'interprétation que j'en ai fait parce que moi, je lis souvent, tous les jours, quasiment. Et puis, revoir les points, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas c'est pas du bullshit, comme on dit, c'est pas des miracles non plus, mais c'est logique. C'est logique. Donc, ça vient avec l'effort. Maintenant, l'idée, c'est est-ce que vous voulez suivre les lubies de l'investissement miracle qui change votre vie ou travailler à bâtir un avenir assuré. C'est vous qui dépensez, hein, c'est vous qui dépensez les cartes de crédit, c'est vous qui dépensez les voitures. Et vous allez toujours dépenser les voitures. Vous allez toujours dépenser de l'immobilier. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous pouvez profiter de cet argent-là autrement? Changez simplement la manière dont de toute façon, vous allez payer. Maintenant, pour cela, ayez conscience que ça vient avec un effort. Yes. Ce n'est pas un effort petit, hein, ça vient avec l'effort consistant sur de nombreuses années. Les gens posent souvent la question, c'est pour les riches. Non, ce n'est pas seulement pour les riches. Les riches profitent mieux de ce système-là parce qu'ils ont plus de capitaux. Mais tout le monde à son niveau est capable de comprendre que je peux mettre de l'argent de côté pour m'éviter de payer des intérêts. Donc, si je suis milliardaire, si je suis investisseur immobilier, je sais que je paye des tonnes d'intérêts sur mes triplex, mes duplex, et que j'ai une plus-value sur un bâtiment. Pourquoi, au lieu d'aller chercher des rendements en allant acheter un deuxième, un troisième bâtiment qui va me donner plus de travail, pourquoi ne pas commencer à créer ma propre réserve bancaire qui va me donner du cash flow passif, qui va me donner la possibilité d'éviter de payer des intérêts sur les biens que je possède déjà et que de toute façon je suis obligé de payer, qui va augmenter ma rentabilité sur mes investissements immobiliers. Pourquoi? Parce que un investissement immobilier, ça vient avec beaucoup de paiements d'intérêts, beaucoup de charges, beaucoup de capitaux. Si je crée une réserve financière et je suis capable maintenant de rediriger les paiements d'hypothèque, les paiements des taxes, les paiements d'assurance, je peux créer une grosse réserve financière qui va me générer des rendements financiers sur le long terme. Et je n'ai pas à gérer de la clientèle. De toute façon, ultimement, le Graal de l'investissement immobilier, c'est le prêt. C'est pas les immeubles, c'est le prêt. C'est vrai que
D'ailleurs, pourquoi les banquiers ne sont pas dans l'immobilier, mais plus dans le prêt? Parce que c'est là où il y a l'argent. Devenir Encore au bouquin qu'on a décrypté de Tony Robbins, The Holy Grail of Investment, où il a interviewé plusieurs milliardaires pour comprendre un petit peu l'effet de lever à quel moment est-ce que leur patrimoine, bam, complètement tout pété, quoi. Et ce qui revient à chaque fois, c'est le prêt privé, quoi. Ouais, exactement. All right. Merci beaucoup, Gaël. Merci à tous. Merci de continuer de nous suivre chaque semaine. Vous avez tous les liens en description. Et aussi, si vous avez des recommandations de sujets que vous voulez que nous traitions, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. On se dit à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao les gars. Bye bye.